Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nous nous intéressons à la crise au FPI. Pierre Godé, vice-président, assigne le parti en justice. Pascal Affi-N'Guessan le suspend de ses fonctions. Et puis au PDCI, Biron affiche ses ambitions. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025 depuis Dabakala. Et pour en parler avec nos consultants ce soir, chers confrères, Félix Boni, bonsoir. Bonsoir, Doc. Bonne arrivée, bienvenue. Merci. Parce que vous venez de Yamoussoukro. Et puis en face de vous, il y a Jérôme Ndri. Jérôme, bonsoir. Bonsoir, Kolo. Et bienvenue à vous, Jérôme, qui revenait aussi d'une tournée avec le président du PDC RDA. On va en parler certainement tout à l'heure. Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Et bienvenue, Lanciné. Bienvenue également à vous, professeur Nanlogo Koulibaly. Bonsoir. Merci, bonsoir, docteur. Oui, bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Encore une crise au Front populaire ivoirien après avoir signé le parti en justice. Pierre Godé suspendu, une décision que rejette le vice-président Siaka Kone. Chers amis de la presse, je voudrais vous faire une synthèse. Le président Pascal Affi-N'Guessan voit son autorité défiée. Pour la dissidence constituée essentiellement de l'ex-vice-président Pierre Dago Godé, l'ex-conseiller politique trésorier Sédou Koulibaly, et l'ex-secrétaire général Isiaka Sangaré, le FPI n'est pas un bien personnel ou familial. Sa gestion doit répondre à celle d'une entreprise moderne prenant en compte l'assentiment et la volonté des associés. Après démission, limogeage, voire même radiation de membres pour indiscipline, Affi-N'Guessan doit désormais faire face à la fronde. Sur son agenda, une assignation en justice suite au limogeage le dimanche 20 octobre dernier du premier vice-président de son parti, Pierre Dago Godé. Alors, messieurs, professeur Nanlogo Koulibaly, quel est votre regard sur cette crise au Front populaire ivoirien? Bien, merci beaucoup, docteur. Il faut dire que ce qui se passe au FPI, il faut inscrire ça dans le cadre des dynamiques internes à toutes les associations, à toutes les formations politiques. Déjà, il faut dire que parfois elles sont mineures, parfois elles sont fondamentales et elles conduisent à des ruptures. Déjà, pour le FPI, il faut faire un peu d'histoire. Dans les années 97, 95, 96, 97, déjà, il y avait déjà eu un conflit de ce genre qui avait engendré ce qu'on appelait le courant de la Renaissance, dirigé par Awa Dombello, qui était le président du comité de contrôle, pendant que Laurent Gbagbo était secrétaire général. Et il y avait une crise de leadership entre les deux qui a amené Dombello à créer un courant qui a abouti au parti politique de la Renaissance. En 2000, ils sont, à la faveur de l'élection présidentielle, ils se sont réconciliés et cela avait calmé cette première crise interne. À la suite, autour des années 2000, comme ils avaient le pouvoir, jusqu'à 2010, ils avaient le pouvoir, il y avait des petites crises, mais elles sont restées vraiment mineures. Mais ces crises-là contestaient déjà le leadership d'Affi-N'Guessan, que certains estimaient n'avoir pas le poids utile pour pouvoir diriger le FPI après Laurent Gbagbo. En 2010, avec le FPI perd le pouvoir et les crises s'accentuent. Les crises s'accentuent et progressivement, le parti va se défaire. Progressivement, le parti va se défaire, engendrant le parti Concorde de Assis Djedje. Après, je crois, le COGEP aussi est sorti de là. Le MGC en est sorti. Il faut aussi citer le leader de Mamadou Koulibaly. Donc, tout ça, c'est les dynamiques internes et des frictions. Et la plus grosse crise est intervenue entre Gbagbo et Affi-N'Guessan pour le contrôle du parti, ce qui a généré ce qu'on a le PPAC. Alors, ces conflits sont liés à la bataille pour le contrôle du parti. Affi même déjà avait assigné le parti en justice autour de 2014, donc c'est un peu une sorte de retour du bâton. Alors, ce qui se passe au FPI est une sorte de contestation du leadership de Laurent Gbagbo. Il y a les dynamiques internes, mais aussi le parti est impacté par les dynamiques externes. Récemment, on sait que Pascal Affi-N'Guessan a signé un partenariat avec le RHDP qui a donné des résultats plutôt mitigés parce que pour un parti comme le FPI, au sortir des élections de 2023, il ne comptait que des conseillers municipaux et des conseillers régionaux.
Donc c'était déjà un grand recul pour ce parti. Donc de façon générale, cette crise, c'est le leadership d'Afrique qui est contesté. Et la dynamique externe est que, après le partenariat, il y a eu l'appel de Bonois, lancé par le président du PPAC, Laurent Gbagbo, appel auquel AFIS semble plutôt favorable. Et il se trouve que dans la direction du FPI, ils sont nombreux ceux qui ne sont pas favorables à cet appel-là. Donc c'est une dynamique externe qui est en train de fragiliser l'ossature du FPI, qui, il faut le dire, était déjà fragile. Parce qu'après avoir perdu 5 partis qui sont sortis du FPI, aujourd'hui, ce qui restait, parce que Gbagbo a appelé l'enveloppe, est en train de se défaire totalement. Et Afingé-San, qui, sur l'échiquier politique national, apparaît comme l'allié par défaut pour les partis politiques. Vous savez, tant que Gbagbo était à la haie, le PDCI pactisait avec la FI. Dès que Gbagbo est revenu, il a été mis de côté. En fait, tout cela démontre de la faiblesse d'Afingé-San sur l'échiquier politique, et le FPI, qui a été une grande formation pour l'État de Côte d'Ivoire, est progressivement en train de devenir une petite association qui sera réunie autour uniquement d'Afingé-San. Jérôme Dé, c'est votre avis? Bon, un peu quand même, hein. Mais je voulais revenir un peu sur un aspect. C'est vrai que le professeur l'a indiqué tout à l'heure, le FPI est un parti qui est habitué au soubresaut. Il y a eu la clandestinité, ils ont eu l'opposition, ils ont eu des crises internes. Mais pour la crise que le FPI vit aujourd'hui, je veux dire que c'est une répétition de cette crise que le FPI a vécue en 2014. Parce que jusque-là, il y a eu des contradictions internes, mais la justice n'a jamais été convoquée à régler ces problèmes internes au niveau du FPI. Ce n'est qu'en 2014 que nous avons vu ça, lorsque le président Afingé-San lui-même avait convoqué des juges pour suspendre non seulement le Congrès et rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo. Et c'est cette même situation que nous vivons aujourd'hui avec Dago et les autres, qui demandent à ce que le Congrès soit suspendu. Et ce Congrès soit suspendu. Mais la difficulté dans ça, c'est qu'aujourd'hui, Afingé-San est complètement affaibli. Le professeur l'a indiqué tout à l'heure, le FPI qui a vu le départ de plusieurs de ses cadres au PPACI, plusieurs de ses cadres au MJC et plusieurs de ses cadres, aujourd'hui est réduit, comme Gbagbo l'a indiqué, une simple enveloppe. Mais l'enveloppe est en train d'être réduite même à sa plus simple expression avec cette crise que nous connaissons aujourd'hui. Et quand vous regardez, Sangaré a tenu une conférence de presse le week-end, mais quand vous regardez ceux qui étaient à cette conférence de presse, c'est presque des délégués, il y avait vraiment plusieurs... Il a pris la tête d'un mouvement ici à Sangaré. Démocratie et valeurs. Un courant. Bon, au niveau des FPI, on dit que c'est un courant. Mais à regarder de près, c'est un courant qui va inquiéter véritablement la direction du FPI. Et il y a beaucoup de départs. Et quand nous regardons, cela va affaiblir considérablement Afingé-San dans sa marche. Et il serait difficile pour nous, de pouvoir tenir ce congrès. Alors que ce congrès ne se tient pas le 9, comme indiqué, Afingé-San perd sa légitimité, puisque son mandat est complètement fini. Donc si ce congrès ne se tient pas, il y aura encore un problème de légitimité d'Afingé-San à la tête du FPI. L'enseignement Bakayoko, c'est un processus peut-être beaucoup plus complexe et difficile pour Pascal Afingé-San parce que le Congrès, c'est à partir du 8. Oui, manifestement, c'est une période très très difficile pour le président Pascal Afingé-San parce que les convulsions au niveau de son parti, cette fois, je ne pense pas qu'il pourra tirer les marrons du feu comme ça avait été le cas en 2014 où il avait remporté la bataille face à Laurent Gbagbo. Parce que cette fois, il est très affaibli, d'autant qu'il y a eu une saignée au sein des partis. Je ne parle même pas de la saignée liée au départ des autres cadres vers le PPACI, mais la dissidence actuelle, quand même, cristallise un certain nombre de frustrations qui font que beaucoup de cadres sont avec Sangaré Isiaka qui conduit cette dissidence. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un courant idéologique, démocratie et valeurs. Mais quand vous voyez hier la réunion qu'ils ont tenue, en tout cas le lancement de leurs activités hier dans un hôtel ici à Cocody, vous voyez bien que ce courant idéologique n'est pas orphelin, parce qu'il y a quand même des figures de proue, des figures de valeur. J'ai pu reconnaître certaines personnes comme l'ambassadeur Anne Niaouré, j'ai pu reconnaître Dabo Godé, Koulibaly Seydou, Diabaté Bé, Boukaï Lobi, on a même pu voir Zadi Jospin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de cadres qui ont convergé vers Isiaka Sangaré.
Et puis, quand on voit la nature des délégations, en tout cas la configuration des délégations, elles sont venues d'un peu partout, du Gontougo, du Béké, du Poro, du Lodibois, d'Abidjan, Yopougon, en tout cas, un beau monde autour du président Sangaré Isiaka. Donc, pour moi, Afin Guessan traverse des périodes... en tout cas, il a un avenir qui était déjà assombri, en tout cas du point de vue politique, mais il sera davantage brumeux, d'autant que il est clair que sa nouvelle vision politique qui fait qu'il veut converger vers le PPSCI, beaucoup de militants aujourd'hui trouvent cette vision illisible. Et donc, beaucoup ne sont pas prêts à monter dans le même bateau que lui, parce que le parti ne peut pas se résumer à sa seule personne. Bon, on avait parlé d'enveloppe, mais aujourd'hui, l'enveloppe vide, le président Laurent Gbagbo avait caricaturé, mais aujourd'hui, manifestement, l'enveloppe vide même ne tient même plus, puisqu'elle est en train de s'envoler. Mais je pense que dans cette affaire, c'est Laurent Gbagbo qui devrait en train d'être ri sous cap. Et il ne devrait tirer aucune gloire en laissant Afin Guessan venir vers le PPACI. Parce que c'est vrai qu'on ne refuse pas les militants, et on prend tout ce qui vient à tout vent, mais aujourd'hui, lui-même avait dit que c'était une enveloppe vide, mais aujourd'hui, l'enveloppe même a disparu. Donc, je ne sais pas l'appel de Benoît en direction, enfin, pas forcément en direction d'Afin Guessan, mais c'est lui qui a pris la balle au bon. Je pense qu'aujourd'hui, pour le FPI, c'est aujourd'hui sans objet, puisque Afin Guessan quasiment devrait aller quasiment seul. Il est quasiment esselé, et puis il a perdu toute crédibilité. Et à mon avis, j'avais pas de convulsion, mais ce petit tremblement de terre au sein du FPI devrait en principe pouvoir emporter Afin Guessan, en tout cas ce qui reste d'Afin Guessan aujourd'hui, parce qu'il a perdu toute légitimité pour contrôler ce parti. Félix Boni. D'abord, je note que Bakayoko appelle Senghare déjà président. Je ne sais pas, il est président de quoi? À la tête de son mouvement qu'il a lancé hier. Démocratie et valeurs. Le courant idéologique démocratie et valeurs. La précision est importante. Ce que je veux dire, c'est que Afin Guessan est plutôt victime de ses propres options politiques, et ça, tout le monde le sait. Et quand il parle de crédibilité, j'emprunte également ce mot aussi. Ses choix politiques de ces dernières années ont quand même vraiment réduit comme peau de chagrin sa crédibilité sur le chiquier politique, parce que quand on fait ce genre de tango, et je le dis encore sur ce plateau, ce n'est pas intéressant. Derrière un leader politique se trouvent déjà des militants, et quand le leader lui-même n'a pas une ligne très claire, parfois ça déroute un peu les militants. Et ceci explique cela. Ceci étant dit, je ne pense pas que ce séisme va forcément emporter totalement Afin Guessan. C'est vrai qu'on a vu des figures importantes à cette séance, comme Bakayoko vient de le dire. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de suivre cette conférence de presse. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a de fortes personnalités quand même qui restent toujours avec Afin Guessan. Je citerai entre autres des personnalités comme Christine Konan, tu parlais tantôt de Gontougo, Augustin Komoué, qui est quand même l'un des leaders du Gontougo, qui est toujours avec Afin Guessan. On a des personnalités comme Nyepa qui sont toujours également avec Afin Guessan. Et il faut attendre que le congrès de novembre ait lieu pour savoir qui part et qui n'est pas parti. Une chose est sûre, quand le secrétaire général d'un parti politique est en rupture de banc avec son leader, ça crée un problème. Parce que le secrétaire général, c'est celui qui tient l'appareil du parti. Quand vous parlez des délégués qui étaient à cette rencontre, mais le secrétaire général, c'est lui qui désigne tous ces délégués. Il a le contrôle de cette population. Donc parfois, si vous ne faites pas attention, effectivement, le secrétaire général peut encore avoir la main sur beaucoup de personnels. C'est comme aujourd'hui, on va arriver tout à l'heure au PDCI. Aujourd'hui, le PDCI RDA, avec un nouveau président, lorsqu'il y a eu la crise de l'élection du nouveau président Djikawe et Tidiane Thiam, il fallait redouter, parce que Djikawe, qui sortait de là comme secrétaire exécutif, avait quand même la main sur l'appareil du parti après la mort de Bédié. Alors qu'allait, j'allais dire, valoir Tidiane Thiam face à un Djikawe qui était encore très fort. Mais après, je crois que Djikawe finalement est rentré dans les rangs, ce qui permet à Tidiane Thiam de se renforcer. Et c'est le problème au niveau d'Afin Guessan, qui a quand même le secrétaire général qui a été mis de côté et qui a encore la main sur le parti et qui peut encore mobiliser. Mais attendons de voir au Congrès qui sera au Congrès, qui ne sera pas au Congrès, pour savoir si Afin Guessan partira de la commune coquille vide ou Afin Guessan sortira de là la tête haute. Non. Pour terminer sur la question, pour moi, je n'avais jamais cru au partenariat entre un parti socialiste comme le FPI d'Afin Guessan avec le RHDP. Et pour moi, ce partenariat n'allait pas aller jusqu'à son terme. C'était un partenariat qui n'allait pas aboutir. Et je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui Afin Guessan revienne
dans son marigot naturel, c'est-à-dire avec sa famille politique, le PPACI. Et je pense que l'avenir politique d'Afin N'Guessan ne pouvait résister nulle part ailleurs d'autre, en étant dans un partenariat avec des libéraux, qu'avec ses frères socialistes. Et je crois que c'est le sens de l'appel de Benoît, qui n'était pas un appel forcément pour faire chorus derrière un gourou, mais un appel pour que la famille socialiste se réunisse. Et je précise bien, avant l'appel de Benoît, la première personne qui a eu l'initiative de rassembler la famille socialiste, c'est Simone Gbagbo, qui dans ses différents discours a toujours souhaité que la grande famille socialiste se retrouve avant que Laurent Gbagbo n'aille à Benoît, chez elle, pour lancer l'appel de Benoît. Félix, il faut sortir des dogmes idéologiques. Il n'y a pas de dogme. C'est quoi que tu appelles le dogme idéologique? Faut pas utiliser des expressions creuses. C'est quoi le dogme idéologique? Il ne faut pas dire que... L'idéologie même déjà est un dogme. Quand on dit idéologie, c'est une croyance, c'est un attachement à des valeurs. C'est dogmatique l'idéologie. Donc il n'y a pas de dogme idéologique. Ok. Il ne faut pas dire que Afin N'Guessan, qui était d'obédience socialiste, et qui se rallie à des capitalistes, j'allais dire, ou à des libéraux, que ça ne pouvait pas marcher. Mais vous savez bien que les dogmes idéologiques, même si tu ne veux pas de l'expression, ne valent plus... Je préfère clivage idéologique. Moi, je préfère dogme. Personne, on ne peut plus, il n'y a plus de ligne qui est tracée. Voyez-vous, en 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo prenait le pouvoir, Mel Théodore, qui était libéral, s'est allié à Laurent Gbagbo. Anaki Kobena, qui est d'obédience socialiste, était dans le RHDP. Et je peux t'en citer à l'appel où les Bamba Mori Ferré même s'est rapproché du RHDP. Ça n'a pas marché. S'est rapproché, mais je veux dire que ce n'était pas une première. Et Anaki Kobena est resté au RHDP jusqu'à la prise du pouvoir. Peut-être pour des raisons d'appétit, les choses n'ont pas bien fonctionné après la prise du pouvoir. Est-ce que c'est pas ce que dit Félix Boni? Il est en train de... En parlant des alliances... Non, mais ce que je veux dire, la nuance que je veux relever, ça dit que le schisme entre Anaki Kobena et le RHDP s'est fait après la prise de pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont restés en alliance parce que le but de l'alliance, c'était quoi? C'était de dégager Laurent Gbagbo du pouvoir. Est-ce que cet objectif n'a pas été atteint? Oui, il a été atteint démocratiquement dans les urnes, mais ils se sont retrouvés en 2011, Laurent Gbagbo dégagé du pouvoir. Ça veut dire que les objectifs initiaux ont été atteints. Seulement, c'est peut-être dans le partage, on va dire, entre guillemets, du gâteau, que d'autres se sont sentis moins servis. Mais à l'origine, les objectifs ont été atteints. Donc, je veux dire aujourd'hui que les questions idéologiques ne signifient plus grand-chose. Donc, Afin N'Guessan aurait pu rester dans l'alliance avec le RHDP. Non, ce n'était pas une alliance, c'est un partenariat. Oui, ce partenariat, bon, bien sûr que ça se rapproche. Donc, si tu veux, du partenariat, Afin N'Guessan aurait pu rester dans ce partenariat avec le RHDP, d'autant qu'aujourd'hui, il est clair que l'appel de Benoît, c'est un appel de vengeance qui est sans lendemain, ça tout le monde le sait. Donc pour moi, Afin N'Guessan veut se donner une nouvelle légitimité, parce que j'ai l'impression que le spleen de la séparation avec Laurent Gbagbo n'a pas été bien digéré, mais je ne pense pas que son avenir se trouve là, en tout cas son avenir politique se trouve à l'appel de Benoît, mais plutôt au RHDP. Félix Boni voulait d'abord peut-être faire la précision. Il ne faut pas accréditer des thèses avec des mots aussi, j'allais dire, des caricatures aussi accablants. Précision pour précision, je crois que la formation, je n'ai pas assisté à la conférence de presse, c'est Bakayoko qui a dit que sa formation s'appellerait démocratie et valeurs. Je dis courant idéologique, démocratie et valeurs. Le courant s'appelle démocratie et valeurs. Je retiens démocracie, qui est quand même l'un des combats, l'un des principes Vous parlez de Isiaka Sangaré. De base, Isiaka Sangaré, des principes de base de cette opposition des socialistes. Valeurs, quand on parle de valeurs, on rejoint quand même les idéologies. Les valeurs sont basées sur les idéologies, sur les convictions, sur les lignes politiques, sur les démarcations politiques. Quand on décide de créer un courant qui s'appelle démocratie et valeurs, je crois qu'on s'attache à ces valeurs. Alors je me pose bien la question de savoir c'est quoi ils mettent dans cette enveloppe démocratie et valeurs. Le concept d'enveloppe est très important. Ils estiment qu'aujourd'hui, la manière dont Afin N'Guessan conduit le parti, à gauche, aujourd'hui à gauche, demain à droite, après-demain, devant, ayons l'honnêteté de dire 2 jours avant, derrière, il n'y a pas de valeur. On va laisser Félix voter. Ayons l'honnêteté aussi de reconnaître que ceux qui sont partis, effectivement, c'est ce que je dis à Afin N'Guessan, victime de ses propres options politiques. Ayons l'honnêteté aussi de reconnaître que ceux qui sont en train de se débattre aujourd'hui, ce sont ceux qui aujourd'hui ont eu des strapontins, qui sont aujourd'hui entre griffes, ont eu des avantages, des privilèges de ce partenariat et qui ne voudraient pas perdre ces partenariats au point où quand le parti décide de se peut-être
j'allais dire, de se rattacher à ces valeurs. Eux, ils se disent non, ces valeurs ne nous intéressent pas parce que nous, on a des privilèges qu'on ne veut pas perdre. Quand on parle de Diabaté, de Dago Godé, d'un certain nombre de personnalités qui forment ce sont des gens qui aujourd'hui sont aujourd'hui attachés à des postes avec Agnaouré en quel poste? Et qui aujourd'hui leur permettent de Boukaïlobé en quel poste? Mais qu'est-ce que tu en sais? Les Koulibaly Seydou en quel poste? Bon, d'accord. Donc, il ne faut pas les réduire au ventre. Félix et l'enseigné, vous attendez Jérôme. La revendication de ces personnes, c'est quoi? C'est le fait qu'à Finguessan, ou bien du moins le comité de contrôle, la direction de FPI a demandé, a fait un bilan de leur partenariat, a trouvé que le FPI n'a pas bénéficié de ce partenariat, qu'il faut arrêter le partenariat. C'est ce que ces personnes-là dénoncent. C'est ce que ces personnes-là dénoncent. Donc, je suis d'accord avec Félix Boni quand il dit que ces personnes-là, ils ont eu quelques avantages. Parce que quand tu vois Dagbo, il est 3e adjoint au maire. Quand tu prends Yopougon, la plus grosse prenne. Et quand tu prends Diabaté Bey, il est 6e adjoint. Donc, il voulait la primature. Ça, c'est pas beaucoup. Tout ce qu'ils ont eu là, c'est pas beaucoup. Ils voulaient la primature. Puisque dans le partenariat, il était indiqué qu'AFI devait être soutenu par le RADP pour le conseil régional. Mais dans les faits, le FPI considère que le RADP n'a pas joué franc jeu, ce qui a amené le FPI à perdre l'action au niveau régional. Donc, il faut un bilan. Il trouve que le bilan n'est pas satisfaisant. Bon, il cherche à rompre ce partenariat-là. Et il y a un groupe qui élève qui dit non, on ne doit pas rompre le partenariat. Non, c'est la direction d'un parti. Le problème principal, donc la crise au FPI, c'est juste pour la question du partenariat. Avec c'est ce que Dabo dit. C'est ce que nous, on s'en tient à ce que Dabo dit. D'accord. J'ai deux choses à dire. On semble reprocher à ceux qui tiennent au partenariat, ceux qui veulent rester, de vouloir rester parce qu'ils ont eu des strapontins. En même temps... C'est le constat qu'on fait. D'accord. En même temps, AFI part parce qu'il a fait le bilan, il n'a rien eu. Donc on ne peut pas reprocher à ceux-là. Il n'a pas dit qu'il n'a rien eu. Il dit que le partenariat n'a pas porté. Mais porté ne veut pas dire qu'il n'a pas été nommé. Il ne faut pas jouer sur les mots. Il ne faut pas jouer sur les mots. Tu l'as précisé. Vous pensez qu'Afin Guessan s'attendait à une nomination? À son âge, à 71 ans, Félix, on laisse d'abord. Il y a une nomination. D'accord. Quand il a été nommé, la rubrique l'a envoyé au Ghana, il était représentant spécial du président au Ghana. Je pense qu'il a bien accueilli ça. Ne dis pas que... S'il vous plaît, on ne peut pas reprocher à ceux-là de vouloir rester parce qu'ils ont eu quelque chose, pendant que les autres, on accepte qu'ils veulent partir parce qu'ils n'ont rien eu. Ce n'est pas possible. Il faut être juste cohérent. Si tant que l'objectif est d'avoir quelque chose, on ne peut pas leur reprocher de vouloir rester parce qu'ils ont quelque chose. Ça, c'est la première des choses. L'autre que je voulais dire, c'est qu'en fait, la question des alliances, chaque parti politique est constitué pour conquérir le pouvoir. Et quand on peut... De toute façon, les alliances, elles sont tactiques. Elles sont tactiques à un moment donné, mais l'objectif à terme, c'est donc, on ne peut pas reprocher tel partenariat ou tel... Pour tisser un partenariat avec X ou Y, on a un objectif minimum à atteindre. Et ils avaient des objectifs, donc on ne peut pas... Mais si l'objectif n'est pas atteint, professeur... Non, l'objectif peut être partiellement atteint pour certains, pendant que les autres, ils estiment qu'ils n'ont pas atteint. Oui, donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pile ou face, il y a une déconfiture progressive du FPI. C'est dommage, c'est regrettable, parce que le FPI et toute la gauche ivoirienne même sont en train de tous les partis historiques des années 90, le PPS, l'USD, le PIT aujourd'hui, le seul de la gauche ivoirienne qui reste, c'était le FPI. Et malheureusement, il est en train de partir totalement en déconfiture, et c'est regrettable de façon générale pour le débat démocratique. Le FPI est en train de se muter, parce que je pense que c'est ce FPI qui est en train de se reconstituer à travers le PPACI. Le parti peut ne plus s'appeler FPI. La preuve en est que le RDR n'existe plus. Aujourd'hui, on parle du RHDP, donc le parti peut prendre... C'est un contexte totalement différent. Dans l'allure où on va, dans la direction où on va actuellement, je pense que si vous suivez bien, si on suit bien la ligne politique d'Afin Guessan, il est en train de tendre vers le nouveau courant du PPACI, éventuellement de fondre dans le PPACI pour reformer, j'allais dire, la gauche politique ivoirienne. Ça, c'est beaucoup. Donc, je pense bien que c'est cette ligne. Et alors, pour savoir si l'objectif est atteint ou pas, il faut aller au Congrès. C'est au Congrès que tout se discute. Alors, il fallait que les autres, ceux qui pensent que l'objectif a été atteint ou pas, il fallait qu'ils acceptent d'aller au Congrès. C'est au Congrès qu'ils pouvaient discuter de tout cela. La décision... Et puis maintenant, prendre la décision. Mais là, on sent que des gens sont arc-boutés à des intérêts qu'ils ont eu quelque part et qui fait que, quelque part, peut-être même pistonnés par d'autres intérêts. On en connaît sur la scène politique ivoirienne. Quand vous parlez d'Ania, vous savez quelle promesse elle a pu avoir pour éventuellement s'asseoir là-bas. Alors, on sait. Quand un parti est au pouvoir, qu'il est suffisamment fort, parce qu'il faut le dire, ils sont dans des... Il y a combien 15 agents au maire,
3 vice-présidents conseillers régionaux et plusieurs conseillers municipaux. D'ailleurs, un conseiller municipal, il n'a rien. Mais toutes ces personnes qui sont là, ils sont avec le parti au pouvoir. Quand tu pactises avec le parti au pouvoir, il faut faire attention parce que le parti au pouvoir a les moyens de l'État, a suffisamment de moyens pour créer le séisme. Et en Côte d'Ivoire, on a vu comment des séismes ont été créés, aussi bien au MFA, aussi bien au PIT, aussi PDC. Bien à l'UDC, même au PDCI. Aujourd'hui, un morceau du PDCI se retrouve au RHDP alors que le PDCI existe. Je vois quand je vois le logo du PDCI dans le RHDP, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 PDCI dans le pays. Donc il y a des réalités qui sont là sur la scène politique. Il faut pouvoir les dire sans j'allais dire l'eau. Bon, d'accord. Les deux derniers, en 30 secondes, vraiment, l'enseigner d'abord. Je crois qu'il faut sortir des procès d'intention. Il ne faut pas venir dire... Oui, il faut pas venir dire ici... Oui, mais... Oui, non, ce n'est pas factuel. Parce que tu fais de la... Non, attendez, c'est trop prétentieux de dire que tu ne sais pas quelle est la promesse qu'ils ont faite au Anne Niaouré. Tu es sûr qu'ils ont fait des promesses à ceux qui sont aujourd'hui dans la dissidence. Tu ne peux pas non plus le savoir s'ils n'ont pas eu. Non, c'est un procès d'intention. Le professeur Vao Saï, qui est actuellement ambassadeur en Algérie, est-ce que... quelle promesse chose? Il est ambassadeur. Oui, mais je pense que l'action publique, en fait, l'action administrative qui est en train d'être menée par le... C'est dans le cadre administratif, si quelqu'un a été nommé. Et puis, en plus de ça, c'est des gens qui sont allés au contact du suffrage universel, ceux dont tu parles. Ils sont allés au contact... Afi N'Guessan est parti au contact du suffrage universel. Il n'a rien obtenu. Donc, bon, je comprends qu'il voulait que le RHDP soit sa béquille électorale pour qu'il soit placé au sommet du conseil régional. Non, oui, mais s'il dit que le partenariat n'a pas produit, alors que ses autres camarades, il n'est pas seul dans le parti, ils sont un certain nombre. Les autres ont tiré parti du partenariat, s'il te plaît. Les autres ont tiré parti du partenariat. Dabo Godé, tous ceux que vous avez cités, je suppose que vous êtes en train de dire qu'ils sont à la soupe populaire maintenant, oui, et ils ont eu des choses. Mais lui, il est parti. Il voulait simplement prendre appui sur le RHDP. Ça n'a pas fonctionné parce que les populations du Moronou, y compris ses parents, ne comprennent plus sa politique. Donc ceux-là lui ont tourné le dos. Maintenant, quand tu as tourné le dos, pourquoi veux-tu trouver des boucs émissaires pour les rendre responsables de ton échec? À mon avis, aujourd'hui, Afi N'Guessan devait plutôt se cornaquer à ceux qui ont eu du succès avec les élections, notamment Dabo Godé et le président Sangaré, pour pouvoir se régénérer. Bon, au lieu de ça, il se lance encore dans une autre aventure qui est sans lendemain. Parce que tout le monde sait que l'appel de Bono, c'est un appel sans lendemain. Donc pour moi... Oui, mais c'est un appel. Oui, mais ça, c'est... Non, s'il vous plaît, vous avez déjà... Il faut que Afi N'Guessan... Il faut que Afi N'Guessan... Oui, mes opinions sont les miennes. Je n'ai pas de directeur de conscience. Je n'ai pas de directeur de conscience sur ce plateau. Tu n'es pas mon directeur de conscience sur ce plateau. Donc, j'ai dit que Afi N'Guessan est dans une aventure sans lendemain, une aventure périlleuse, en allant s'acoquiner avec une coquille vide. Merci, Lanciné. Bien, alors, juste une petite clarification par rapport à... la création du RHDP et le retour d'Afi N'Guessan au PPAC. En fait, le RDR a volontairement intégré le RHDP parce que les gens envisageaient de créer une grande plateforme pour pouvoir gérer le pays et tout ça. Ce qui est différent du processus de création du FPI et du PPAC. Tout le monde a vu la crise ici, avec la métaphore du caillou qui t'empêche d'avancer. Tu contournes pour et laisser l'enveloppe vide et prendre le contenu pour construire un nouveau parti. C'est deux contextes totalement différents qu'il ne faut même pas rapprocher. Ça, c'était la clarification. L'autre chose qu'il faut dire, Afi N'Guessan ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ce qu'il gagnerait, s'il avait été constant, il ne serait pas dans cette mauvaise passe-là. Et aujourd'hui, il est victime de ces alternements. Il va à gauche, il va à droite. Aujourd'hui, voilà la conséquence. Les gens ne vont pas continuer à te suivre quand tu veux, selon tes intérêts quand tu vas à gauche et selon tes intérêts à droite. Non. Eux aussi, ils ont des intérêts à défendre, ils ont des points de vue, ils ont leur honorabilité à défendre. Donc, Afi N'Guessan n'a qu'à s'en prendre à lui-même dans ce qu'il est en train de traverser. Je suis absolument d'accord. Afi N'Guessan récolte aujourd'hui ce qu'il a sémé. Cette au niveau politique. Je sais même que pendant que je signais ce partenariat avec le RHDP, il y a un groupe au niveau du FPI qui était resté réticent face à ce partenariat. Mais comme il avait dit que ce n'était pas une alliance, ou encore moins, il dit que c'était un partenariat, ce n'est pas une alliance. Donc ce qui a fait que certains ont suivi cela. Mais aujourd'hui, ce qui arrive à Afi N'Guessan, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. C'est sa faute politique qu'il a. C'est ce que nous disons tous. Alors messieurs, on passe rapidement vraiment
vraiment sur notre sujet, donc le PDCI RDA, on reste vraiment politique nationale. À un an de la présidentielle, il se positionne. Jean-Louis Billon annonce sa candidature devant le personnel politique à Dabakala. Siaka Kone. Il faut s'inscrire sur les listes électorales. Jean-Luc Billon, cadre et membre actif du PDCI-RDA, exprime depuis une belle lurette sa volonté de briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en 2025. Le congrès extraordinaire et enfin des Tidjane Thiam, le successeur de feu Henri Konabidi en décembre dernier, est assorti d'une motion faisant de ce dernier le candidat naturel du PDCI-RDA à la présidentielle 2025. À moins d'un an de l'échéance, Jean-Luc Billon multiplie les sorties. Il estime avoir suffisamment de corps pour les couleurs de son parti et réaliser ses ambitions de gouverner la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Billon dénonce ce qu'il a mis à l'amateurisme et l'inertie des nouveaux dirigeants du PDCI-RDA. Pour lui, l'absence de bureau politique et d'organisation digne de ce nom dénote de l'inexpérience de ces derniers qui gagneraient à redonner vie au parti à travers une gestion moderne. Silence total sur la date du 13e congrès devant se tenir l'année dernière. Pas de conventions devant désigner le candidat du parti à moins d'un an de la présidentielle sont autant de griefs que Jean-Luc Billon retient contre son parti. Face à ces sorties récurrentes de ce dirigeant du PDCI-RDA, Jean-Luc Billon acceptera-t-il l'issue de la convention du PDCI-RDA s'il perd face à Tidjane Thiam? Ira-t-il en indépendant en vue de réaliser ses ambitions? Fera-t-il équipe avec le candidat naturel de son parti, étant donné que les candidatures sont reçues à double avec un poste de vice-président? Alors, messieurs, est-ce que c'était pour vous prévisible, Félix Boni? Prévisible, j'allais dire un homme politique imprévisible, mais plus ou moins je m'y attendais. Dans tous les cas, Jean-Luc Billon n'a pas changé de logique. Moi, ce monsieur, je l'écoute depuis un bon moment. Je suis également aussi les activités de Tidjane Thiam. Et il est dans une logique qui est telle que depuis 2018, il a annoncé qu'il sera candidat aux élections présidentielles. En 2018, Bédier, qui a voulu aller en 2020, lui a dit « Petit, reste un peu, tu es plus jeune. » Comme c'est Ouattara qui se présente, moi-même, je me présente face à lui. Alors, il renonce encore. Et en 2021, il répète « Je veux être candidat pour 2025. » Et dans la foulée, Bédier est décédé. Et il n'a pas changé. Il veut être candidat aux élections présidentielles 2025. Mais dans le cadre de sa formation politique, le PDCI-RDA. C'est dans cette ambiance qu'est arrivé Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Et il a été clair. Je demandais à M. Thiam, qui est de la même génération que moi, de ne pas être président du PDCI. Pourquoi on aille à la convention? Laissons les doyens prendre, on va à la convention et sur le meilleur, on se rallie derrière lui. Aujourd'hui, il est toujours dans la même ligne. C'est-à-dire que le PDCI fasse la convention, une convention transparente, qui désignera un candidat. Et ensemble, ils iront, si c'est lui, tout le monde s'allie derrière lui. Si ce n'est pas lui, tout le monde s'allie derrière celui qui aura été choisi. Mais on a l'impression, quand on regarde le PDCI fonctionner aujourd'hui, que le président, le candidat du parti est tout fait. C'est-à-dire le candidat du parti est déjà en campagne pour les élections présidentielles, alors qu'ils devaient tous se préparer pour la convention. Et il réclame trois choses. Je veux qu'il y ait un bureau politique, parce que ça fait 10 mois on est là, on n'a pas eu de bureau politique, alors que si Bédier était vivant, ils en auraient eu peut-être plus de 3 ou 4 bureaux politiques. C'est le cadre pour décider de l'orientation, de la lecture de l'actualité, pour prendre des orientations par rapport à 2025 et à l'actualité également. Il faut qu'il y ait le congrès, parce qu'il devait avoir le congrès quelques mois avant que le Bédier ne décède. Le congrès était en pleine préparation quand Bédier est décédé en août, alors que le congrès devait avoir lieu en octobre. Il faut faire le congrès, parce que le président du parti a fait des nominations, a pris des décisions qui ne cadrent pas avec les textes. Le congrès devait entériner toutes ces décisions. Deuxième chose. Troisième chose, allons à la convention pour qu'on puisse désigner la personne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il fait son annonce devant ses parents. Je suis candidat. 2025, je serai au rendez-vous. Je suis candidat et je serai candidat dans le cadre de mon parti. Il n'a pas dit à la convention, mais à la présidentielle. Mais quand vous regardez l'évolution, c'est-à-dire la construction de son raisonnement, vous voyez qu'il n'est pas candidat en dehors de son parti politique, le PDCI-RDA. D'ailleurs, il l'a fait au siège du PDCI-RDA de sa région et devant les militants du PDCI-RDA. Et c'est aux militants du PDCI-RDA qu'il s'est adressé, ce n'est pas aux Ivoiriens. C'est au PDCI-RDA qui s'est adressé. Donc son message est clair, je veux être votre candidat pour les élections présidentielles de 2025. L'enseignant Bakayoko? Oui, Billon n'a pas changé de posture. Il a toujours dénoncé cette manière de conduire le PDCI. Aujourd'hui, Billon, lui, veut la démocratie et la transparence. Au contraire des filleuls de Kopli Boni qui, eux, veulent être dans le culte de la personnalité et l'opacité totale.
D'ailleurs, ce sont ces vocables-là qui ont gouverné la réunion de décembre 2023. Donc, Tidjane Thiam porte en lui des tares congénitales depuis qu'il a été porté. Tout le monde sait qu'il est venu là par la volonté de Kopli Boni et de ses amis. Uniquement ça. Donc, tout le monde, depuis cette date, Bion et ses camarades ont toujours contesté le leadership mis en place depuis décembre 2023. Ils ont toujours considéré que c'est une sorte d'imposture qui a pris la tête du PDCI. Et ça se voit aujourd'hui. Bion a... vous savez, partout où il va aujourd'hui, son discours passe. À contrario, Tidjane Thiam sur un terrain qu'il ne maîtrise pas, ça se voit. Bon, ses amis diront que... Comment vous arrivez à évaluer donc cette perception? Oui, mais oui, ça se voit que son discours n'est pas audible. Bon, il y a beaucoup de folklore, on entend. Parce qu'il a des gens, des grands bavards autour de lui, Bedoumi, des personnes très agitées comme Yaoufoué qui sont autour de lui, qui font du vuvuzela. Mais indépendamment de ça, il n'a aucune... Il ne maîtrise pas le terrain. Mais Bion, lui, il est dans le silence. Un peu comme Patrice Talon le faisait avant son élection. Il est sur le terrain, il connaît les personnes, il connaît les régions. Ce n'est pas le cas pour le filleul de Kopli Boni qui, lui, ne maîtrise vraiment pas les rouages de la population. Il connaît pas, il a des certitudes, certes, des certitudes faibles de condescendance. Oui, c'est un grand mathématicien. Mais cette équation-là, l'équation Bion, je ne sais, il va falloir qu'il puise au plus profond de lui-même pour pouvoir résoudre cette équation. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de désillusions parce que Tidjane Thiam, en fin de compte, veut quoi? Il veut casser du PDCI et du Bédié. Il veut casser la maison du président Henri Konan Bédié. Vous avez vu qu'il a mis à l'écart tous les gens qui constituaient la maison PDCI. Il a vidé toutes les chambres pour pouvoir mettre ses propres hommes. Des hommes qui, eux, sont venus là par opportunisme parce qu'ils pensaient que l'homme venu du Crédit Suisse avait suffisamment de ressources pour les mettre à disposition. Aujourd'hui, la désillusion est totale. Et il y a des gens que moi je vois aujourd'hui qui ne sont plus là, mais qui étaient dans les premiers cercles du PDCI. Et je pense notamment au Marius Konan aujourd'hui qui ne sont pas dans l'entourage. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour contester la légitimité et le leadership du président et du ministre Tidjane Thiam. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu par les cercles de décision du PDCI et laisser aller à une convention. Mais sur le cas spécifique du Bion, parce que là vous parlez vraiment un peu peut-être trop du président Thiam, là c'est on dirait que la Sénat n'en sait pas trop vraiment sur... De Jean-Louis Bion, vous aurez certainement la parole pour nous repréciser un peu son ambition. Parce que les protagonistes c'est quoi? Il faut pas occulter ça. Les protagonistes c'est Bion et Tidjane Thiam, ça, personne ne peut... C'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Bion, mais ce sont les deux protagonistes. Et c'est Tidjane Thiam que Bion contexte. Et moi, je pense que c'est de bon aloi parce que lui, il connaît le terrain et il pense qu'il a un destin national. C'est vrai, Tidjane Thiam aussi pense qu'il a un destin national, mais pour moi, la démocratie que Bion est en train de promouvoir, à contrario de l'opacité promue par Tidjane Thiam, il faut qu'ils aillent à la compétition, le suffrage du PDCI pour que le PDCI puisse désigner celui qui va porter son drapeau en octobre 2024. Pour le moment, ce n'est pas le cas. D'un coin de l'œil, il vous regardait quand vous parliez à l'instant. C'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Jérôme, non, je constate que la CINE n'en sait pas trop vraiment sur Bion et Thiam. Bon, parce que ce qu'il dit, c'est un peu superficiel et pas vraiment proche de la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il dit des choses qu'il ne maîtrise pas vraiment. Au niveau du PDCRDA, c'est un parti assez organisé. Pour ce que je sais du PDCRDA, c'est un parti assez organisé, un parti démocratique. Et sur ce plateau, personne ne peut me contredire sur la manière dont la démocratie est opérée au niveau du PDCRDA par rapport aux autres partis. Non, moi je peux te contredire. Même le RADP qui est le parti... Félix Boni rappelait tout à l'heure le bureau politique, le congrès... J'en viens. Donc je disais qu'au niveau du PDCRDA, il y a la démocratie qui s'opère au niveau du PDCRDA, mais cela se fait dans la forme et dans le fond. Par exemple, pour répondre à ta question, parlant du congrès, de la convention, au niveau des thèses du PDCRDA, les thèses n'indiquent pas une date précise pour l'organisation d'une convention ou d'un bureau politique. Le bureau politique, il y a un quota au niveau des membres du bureau politique qui peut demander la tenue d'un bureau politique ou le président du parti qui est une instance qui convoque le bureau politique. Mais il n'y a pas de date précise où les tests n'indiquent pas s'il faut à 2 mois ou 3 mois d'élection présidentielle tenir une convention. Ça, c'est ce que je voulais préciser. Mais revenant à Bion. Quelle est la réaction par rapport à cette annonce de Jean-Louis Bion
Non, en fait, à l'élection présidentielle. Comme l'a dit Félix Boni, moi ça ne me surprend pas. Depuis 2018, Bion a toujours émis le vœu d'être candidat à la présidentielle. En 2020, il est revenu encore, il en a parlé au président Bédié. D'après ce que lui l'a dit, il dit que le président Bédié a demandé à ce qu'il se mette à l'écart pour qu'il puisse le soutenir en 2025. Mais là, nous sommes dans le cadre d'un parti politique. Et il a bien fait d'aller annoncer devant le personnel politique. Il faut préciser, ce n'est pas aux Ivoiriens qu'il a appelé, c'est devant le personnel politique que Bion a dit qu'il est candidat. Peut-être qu'il a sa langue a fourché, il n'a pas dit candidat à la convention. Et heureusement que son service de communication... Parce qu'il y a une différence. Voilà, candidat à la convention. Heureusement que son service de communication a rattrapé les faits hier. Ils ont fait un communiqué pour dire que non. Et Bion voudrait dire qu'il est candidat à la convention, candidat à l'investiture à la convention. Il ne faut pas nous prendre pour des niais. Bion a clairement dit qu'il est candidat à la présidentielle. Oui, mais il ne faut pas venir nous dire que c'est autre chose. A fait un communiqué hier pour dire il ne faut pas faire de la manipulation. Parce que quand il dit à la présidentielle, il n'a pas dit qu'il est candidat indépendant. Non, il a dit candidat à la présidentielle pour gagner. Même la question a été posée au niveau de Fraternité Matin, au niveau de l'interview. On leur a demandé est-ce qu'il serait prêt à partir en indépendance s'il n'était pas choisi à la convention. Il a dit non, il est PDCI, il demeure PDCI. Donc c'est dit que c'est dans le cadre... Non, il a dit que la question n'est pas encore là. La question n'est pas encore là, mais je suis PDCI, je resterai PDCI. Non, je précise juste. Non, si, mais je te donne toute la phrase. Je dis je suis PDCI, on n'en est pas encore là, mais je suis PDCI, je demeure PDCI. On n'en est pas encore là, ça sous-entend beaucoup de choses aussi. D'accord. Donc c'est pour dire que... À côté de vous, professeur spécialiste de l'analyse du discours. Non, je dis... C'est tellement que ça... Ce qu'il a dit. Oui. On n'en est pas encore là, mais je suis PDCI, je demeure PDCI. Pour dire que c'est vrai, c'est de bonne guerre que Jean-Luc Bion soit candidat. Et ce n'est pas un nouveau PDCI. En 2000, on prenait les faits en 2000, par exemple, à la convention de 2000, le PDCI avait 8 candidats. Il y avait Bédié, face au président Bédié. Et là, à cette convention, c'est le ministre Bombé qui a remporté. Il y avait 3000 délégués à Yamoussoukro qui ont fait l'élection. Et Bombé est sorti vainqueur avec près de 36%. Donc, ce n'est pas nouveau. À la convention, il peut y avoir plusieurs candidats. Mais il faut rappeler qu'au congrès de décembre 2023, le Congrès a produit une motion qui indique que le président élu est le candidat du PDCI-RDA à la convention d'investiture pour les présidentielles de 2025. C'est ce que le Congrès a produit comme motion. Et que le candidat du PDCI, c'est le président élu à la convention. Le candidat naturel. Donc, je ne pas que le congrès, c'est un congrès extraordinaire. Et Jean-Luc Bion te répondra, j'ai lu dans son interview. Il a dit que c'est notamment... un ordre du jour unique, donc on ne peut pas venir parler de présidentielle. Non, c'est une motion qui a été produite. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'opération... Excuse-moi, juste une seconde, le professeur va parler. C'est ce que vous avez... Ils ont toujours appelé ça l'opération Hibou au PDCI-RDA. L'opération Hibou au PDCI-RDA consiste à tripatouiller, j'emploie bien les mots, tripatouiller des choses notamment pour avantager quelqu'un. Parfois même vous avez votre nom sur la liste électorale pour les élections législatives. Le lendemain matin, vous retrouvez le nom d'un candidat. La motion ne dit pas qu'il ne peut pas avoir d'autres candidats. Non, c'est parce que la motion dit... Attention, c'est un verrou. Non, c'est parce que... Il y a des gens qui s'en tiennent à ce monsieur. Il y a le procès qu'on n'a pas encore entendu. Ça manque de clarté, Jérôme. Ça manque de clarté. Oui, mais ça ne dit pas qu'il ne faut pas avoir... Mais ça manque de clarté quand même. Bien, merci beaucoup, docteur. En fait, moi, quand j'ai écouté, il y a eu deux choses fondamentales. Il y a eu la déclaration depuis Dabakala et ensuite l'interview accordée au quotidien Fraternité Matin. Alors, il y a d'abord une confusion, mais qui est révélatrice, et une stratégie de positionnement. Comme moi, j'observe Jean-Luc Bion. En fait, la déclaration qui est faite à Dabakala, c'est devant le personnel du PDCI. Tout le décor est PDCI-RDA. Lui-même, ses vêtements sont PDCI. Quand tu es dans une telle posture, il y a une horizon d'attente. C'est que tu dises, je suis candidat, mais à la convention, je suis candidat à la candidature. Mais avec un tel décor, il annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. C'est une confusion, mais elle est révélatrice. Il faut mettre cela en relation avec la question de la motion. Selon Bion, la motion a été introduite nuitamment. Ce qui conteste déjà l'authenticité de la motion. Et il précise qu'un congrès extraordinaire, il n'y a qu'un seul point à l'heure du jour. Et donc, en réaction à ce qui se prépare, qui l'attend, il dit, Bion,
il se laisse la porte de pouvoir aller en candidat indépendant au cas où les conditions de la convention ne satisfaisaient pas à ses attentes. Et il le dit qu'il espère que la convention sera démocratique, assez ouverte et sans tribalisme. C'est lui qui le dit. Donc c'est des craintes qu'il exprime. Et au réel de ces craintes-là, il se positionne déjà pour ne pas être contraint par les résultats d'une convention qu'il contesterait. La deuxième chose que j'appelle positionnement stratégique, regardez Jean-Louis Billon. Il fait sa déclaration à Dabakala et on sait tous qu'il est élu, le député de Dabakala. Il est délégué PDCI. Non, délégué PDCI, mais élu. Il a fait l'épreuve du suffrage universel. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est le seul élu du septentrion de la Côte d'Ivoire pour le compte du PDCI-RDA. Donc, il revendique déjà une sorte de légitimité populaire pour dire qu'il est légitime à représenter le PDCI-RDA à l'élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit dans son discours, c'est qu'il a l'onction de Bédié. Il dit, quand il avait manifesté le désir d'être candidat, Bédié lui a dit, calme-toi, comme c'est Ouattara, moi j'affronte Ouattara, et après, tu auras ta place. Donc, bon, il le dit. En tout cas, il a dit, et personne n'a contesté jusqu'à présent. Donc, ça fait une sorte de légitimité parce qu'il a le soutien de la figure tutélaire qu'on a Bédié. Ouais, un peu. Donc, à côté de ça, il postule qu'il est à l'antériorité de sa candidature. Il a manifesté le désir de candidater depuis bien longtemps. Contrairement à ce qu'il dit aux autres qui arrivent et qui n'ont pas encore le courage d'annoncer même qu'ils sont candidats. Donc, en réalité, il est dans une stratégie de positionnement et il revendique au moins 3 légitimités. Le soutien de Bédié, il est élu, et il a l'antériorité de la velléité de candidature. Donc voilà le positionnement de Billon qui me semble assez cohérent quand même dans le débat public. Lansini d'abord et ensuite on aura Félix et puis Jérôme aussi. Vous voyez, moi je pense que Billon a décidé de prendre les devants parce qu'il sait que le parti auquel il appartient ne brille pas par son caractère démocratique, même si le mot démocratie apparaît dans le nom. Mais la démocratie est toujours fauchée dans ce parti. Donc, Billon sait que si on va même à une convention, mais les choses sont verrouillées déjà. Ça veut dire qu'il n'a pas de tribalisme dans son interview. Ça veut dire déjà qu'il y a des craintes. Des craintes. Bon, moi, je suis républicain, donc je ne parlerai pas des idiomes communautaires. Oui, je m'en méfie. Mais déjà, lui, il dit qu'il craint le tribalisme. Il craint le tribalisme parce que les Kobri Boni qui sont là, aujourd'hui, tout le monde sait le passé récent de ce Kobri Boni avec les réunions avec les chefs coutumiers du Vébaoulé, les réunions communautaires. Écoutez, les réunions communautaires, non, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots. Nous voyons aussi comment les choses se passent. Donc, il faut bien regarder les choses. Donc, Billon le sait, il le sait bien. Donc, comme le professeur l'a dit, quand il va au nord, mais il dit, je suis le seul élu là-bas, ça veut dire qu'à partir de là-bas déjà, non seulement j'ai la légitimité dans le Nord, où vous n'avez pas la possibilité. Aussi, mais je te dis que je suis républicain, que ce n'est pas ma doctrine, je ne suis pas communautariste. Mais nous analysons les faits, Il s'appuie sur son électorat, il dit, moi, j'ai déjà été élu dans le Nord, s'il te plaît. Si le Nord, ce n'est pas son électorat, si tu appuies le Nord, ça s'appuie sur une communauté. Non, j'ai déjà été élu dans le Nord où notre parti n'a pas la possibilité de pénétrer, ça veut dire que j'ai déjà une certaine légitimité dans cette partie. Et donc, si vous me prêtez l'appareil du parti, je viendrai ratisser large. Oh, aujourd'hui, le président Tidiane Thiam, ça va te déplaire, mais je ne pense pas. Il a besoin encore davantage de publicité, non seulement dans toute la Côte d'Ivoire, mais principalement dans cette partie du territoire. Ouais. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, il devrait pouvoir accepter de mériter le nom, aller à la démocratie, une démocratie juste, consensuelle, intégrée, pour que Billon puisse compétir avec lui et ne pas se contenter de ce que Kobri Boni et les Émile Constant Bombé veulent faire pour pouvoir imposer leur homme. Le filleul de particulier avec non, Félix, vous ne répondez pas. C'est Félix. Oui. Moi, j'ai un gros problème avec le PDCI-RDA. Est-ce que le PDCI-RDA est vraiment un parti qui veut reconquérir le pouvoir en 2025? C'est le gros point d'interrogation que j'ai. Parce que quand on veut conquérir le pouvoir ou reconquérir le pouvoir, je crois qu'on se donne les chances d'y aller et avec les hommes qu'il faut y aller. Et on prépare vraiment beaucoup de personnes, le plan A, B, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose de pas trop correct au PDCI. On essaie de saupoudrer des choses, on essaie de ne pas marcher comme il se doit. J'ai l'impression qu'il y a même un problème Jean-Louis Billon au PDCI-RDA, à titre personnel. Parce que l'intitulé de l'émission, c'est jusqu'où ira Jean-Louis Billon.
moi j'ai plutôt envie de dire que veut le PDC-RDA? Parce que quand on regarde, tout à l'heure il parlait de... J'ai écouté, lorsqu'on a eu l'intitulé de l'émission, j'ai posé des questions à beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, et surtout parmi les doyens, je ne vous aurais pas cité de nom parce que j'ai eu à échanger avec quelques-uns, qui sont plus ou moins désillusionnés, qui à un moment ont cru qu'ils pouvaient avoir un messie de la trame de Alassane Ouattara à travers Jean-Luc Billon, c'est-à-dire un monsieur d'une statue internationale, carnet d'adresse, de la haute finance, ainsi de suite. Mais Alassane Ouattara, c'est différent de Tidiane Diaby. C'est la désillusion totale. Sur ce plateau une fois. Mais Ouattara, il n'a pas été démis du Fonds monétaire international. Ouattara, c'est un monsieur qui s'est démis pour dire je m'en vais me mettre au service de mon pays. Mais Ouattara, il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est 17 ans après qu'il est arrivé au pouvoir. Mais avant que Ouattara ne se démette là-bas pour revenir, Ouattara, il a été Premier ministre pendant 3 ans. Il a continué la vie politique sans discontinuité. C'est-à-dire pendant 3 ans de primature, il connaissait déjà le pays, il connaissait les hommes. Mais il revient sans discontinuité en 1994, la date de création du RDA, et il continue. Il arrive au pouvoir en quelle année? 2010. Mais c'est pas qu'il quitte là-bas à l'international, puis subitement il arrive. Moi, j'ai vu des gestes. Quand le président Tidiane Diaby sillonne le pays, suivez bien. Chaque fois, il va se casser en deux, il va écouter. Chacun va se présenter, dire son nom, qui je suis. Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Et si quelqu'un ne les présente pas, c'est le secrétaire exécutif, lorsqu'il descend des voitures, qui va commencer à présenter les visages qui sont là. Est-ce que vous entendez ce moment de conciliable? Vous regardez, je vais terminer celui-là. Jean-Luc Billon, on parle de Billon, hein. Jean-Luc Billon, c'est un monsieur qui est dans l'appareil, qui connaît l'appareil, qui pose des problèmes fondamentaux, qui aurait pu trouver des... Est-ce que mon petit frère Jérôme est là? Combien de fois il ne va à Daoukro pour les bureaux politiques? Pratiquement chaque 3 mois, 4 mois, il y a des bureaux politiques qui se tiennent. Il dit faisons des bureaux politiques. Ça permet de régler les problèmes internes. Alors le PDCI s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, qui est la grande démocratie modèle du monde entier, il y a deux grandes formations politiques, les républicains plus les démocrates. Comment les démocrates font? Ils font les primaires. Moi, j'ai assisté en 2008 aux primaires, mais j'ai vu les diatribes les plus acerbes entre Obama et Hillary Clinton. Au point même où le tribalisme, c'est-à-dire le racisme même, à un moment, le nom Barack Hussein, le Hussein qui est sorti au moment où on venait d'avoir Saddam Hussein quelque part, c'était pour vraiment détruire du Obama. Mais à la fin, c'est Obama qui passe. En novembre, je retourne aux États-Unis encore pour les élections face à McCain. J'ai vu une famille démocrate unie derrière Obama. J'ai participé à la campagne de Hillary Clinton, Bill Clinton et de Kelsey Clinton, la fille de... Tout ça pour qu'Obama gagne. Et quand Obama gagne, qui est la secrétaire d'État aux États-Unis, c'est Hillary Clinton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PDCI devait pouvoir suivre cet exemple, Parti démocratique, faire la démocratie en interne. Les Ivoiriens seront vraiment regardants et ça va agrandir le PDCI par rapport à 2025. Démocratie interne voudra dire mettre les mécanismes pour que le vrai candidat sorte de la convention et non pas par un forcing pour avoir un candidat comme on l'a eu pour la présidente du Les jeux sont pipés. Non, les jeux sont pipés. Non, lancez-le s'il vous plaît. Comme mon grand frère Thierry Boni parle de démocratie au niveau du PDC-RDA. Mais ce n'est pas parce que Bion réclame un bureau politique qui ne se tient pas, non. Le bureau politique va se tenir. J'ai indiqué, moi j'ai essayé de consulter un peu les thèses du PDC-RDA. Mais à aucun moment il a indiqué qu'il y a une date bien précise pour tenir un bureau politique. Un bureau politique peut se tenir à tout moment. J'ai indiqué qu'il est indiqué dans le test que soit c'est un quota des membres du bureau politique qui convoque le bureau politique ou le président. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le président. Et les contextes s'y prêtent. Oui, mais le contexte, c'est au président de convoquer un bureau politique. Et il ne veut pas le faire. Un bureau politique. Le bureau politique n'a pas intérêt. Il va indiquer la date de la convention. Mais cela ne voudrait pas dire parce qu'il n'a pas un bureau politique. Il y a eu des années ici où au temps de Bédi, il y a eu près de 3, 4, 5 mois, 6 mois sans bureau politique. Quand Bédi était à l'extérieur. Cela ne voudrait pas dire que le parti n'est pas démocratique. Je suis désolé quand on dit ça. Non, sur un plateau politique. Non, parce qu'il n'y a pas de bureau politique. Le parti a besoin d'être animé. Oui, mais le parti s'anime. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à une période de l'enrôlement. Le parti a engagé tous ses militants et ses cadres à l'enrôlement. Bon, pendant ce temps, quand Bion réclame un bureau politique, il faudrait arrêter cette dynamique-là pour aller tenir un bureau. Non.
Moi, comment je me suis renseigné, non, il y a quand même procédure. Nous sommes à l'opération de l'enrôlement. On finit l'opération de l'enrôlement, un bureau politique peut se tenir, nous sommes en quoi 12 mois. Un bureau politique aurait pu se tenir même pour mieux préparer l'enrôlement. Un bureau politique, soit dit en bas, mais un bureau politique, c'est une journée. C'est une seule journée. Juger l'opportunité de la tenue d'un bureau politique. C'est la direction du PDT qui juge l'opportunité de la tenue d'un bureau politique. Désolé, parce qu'ils n'en ont pas intérêt. C'était pas encore opportun. Ils n'en ont pas intérêt. Ils avaient. D'accord. Bon, alors, monsieur, ce qu'on va faire. Il y a encore beaucoup de réactions. Donc, cela ne voudrait pas dire, je voulais l'assurer, cela ne voudrait pas dire que le parti n'est pas démocratique. Vraiment, si on veut rechercher la démocratie ou la non-tenue d'une démocratie, il faut regarder ailleurs, ce n'est pas au PDCRD. D'accord, alors 30 secondes chacun, s'il vous plaît. On a vraiment terminé. Bion est carrément en train de prendre de l'avance considérable sur tous les prétendants au pouvoir au sein du PDCI. C'est ce que tu constates. Oui, c'est le constat et c'est les faits. Et ça t'engage. C'est les faits. C'est les faits qu'ils disent. Ça t'engage. C'est les faits qu'ils disent. Ça fait 30 ans qu'il sillonne le pays au quotidien. 30 ans. Dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle ou bien politique. Donc, ça fait 30 ans qu'il sillonne. Il a été secrétaire exécutif chargé de la communication au PDCRDA. Bon, on a vu les résultats. Après, on ne le savait pas. Bon, ça durant tout le règne, il a été le secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande. Il prend l'avance considérable et il se présente sous le meilleur angle et il revendique la légitimité. Mieux même, aujourd'hui, il dit qu'il défend l'héritage de Bédié qui est en train d'être détruit par la direction actuelle du parti. Au sein du PDCI, il a peut-être un peu plus offensif. Vous pensez pas là? C'est même prétentieux de dire qu'il défend l'État du président. Parce que quand tu dis que le président a dit qu'il devait me soutenir, bon, ça c'est une promesse politique. On n'était pas là quand le président devait faire ses promesses. Au niveau du PDC, il y a des instants, il y a le bureau politique, il y a le congrès, mais c'est à quel de ces instants on a fait cette promesse? On ne sait pas. C'est une promesse à deux. Bon, ça n'engage que lui. Moi, je voudrais juste dire que le PDCI n'a pas de problème de tests. Le problème que le PDCI a, c'est l'application des tests. Tout simplement. Parce que le PDCI n'a jamais voulu appliquer ces tests. Et ils se sont spécialisés dans le tripatouage des tests au profit d'individus. Mais ce que je voudrais annoncer ici, ce que je voudrais dire ici, je voudrais terminer en disant que Bion est très bien parti. Si le même tripatouage des tests ne se remet pas en selle. Et je vais préciser que Bion n'est pas, c'est peut-être la tête de proue, mais ce n'est pas le seul dissident. Parce que le niveau de dissidence est tel qu'aujourd'hui... Non, il ne parle pas de dissidence, c'est-à-dire des personnes peuvent se porter candidat. La désillusion au niveau du... Ce sont des intentions pour le moment. S'il te plaît. Il y a eu 8 candidats, ce n'était pas des dissidents. S'il te plaît, la désillusion par rapport à Thiam est telle... S'il te plaît, la désillusion par rapport à la posture de Thiam est telle qu'aujourd'hui, Bion n'est même pas le seul à vouloir challenger. Mais c'est lui qu'on entend. Oui, mais il y a d'autres personnes qui s'annoncent, qui veulent. Ça veut dire que Thiam est parti, mal parti. C'est ce que nous disons. Il est très mal parti. Mais Félix, moi, je pense que Thiam est très mal parti. Moi, je pense que, Jérôme, il faut reconnaître, le PDC, c'est le Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Le PDC n'a qu'à appliquer la démocratie à son sein, à l'intérieur. Et le PDC aura tout à gagner à appliquer cette démocratie. Les Ivoiriens regardent ce parti comme un grand parti politique, le parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et c'est une démocratie interne transparente et organisée. Je crois que le PDC pèsera en 2025. Peu importe que le candidat soit Jean-Louis Bion ou Tidiane Thiam, le PDC sera un adversaire sérieux en 2025. D'accord. Alors, messieurs, merci. Jérôme Dri du quotidien Le Nouveau Réveil. Merci, professeur Nandongo Koulibaly. Merci, Lanciné Bakayoko. Félix Boni, merci, messieurs. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.